Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama pour le deuxième épisode du projet de water cooling. Donc, le premier épisode, je vous avais décrit un petit peu la situation initiale, pourquoi je le fais, quelles sont vraiment mes raisons qui me motivent. Donc, je vous invite à regarder cette première vidéo. Mais pour résumer vite fait, c'était tout simplement pour améliorer l'acoustique, pour que ce soit plus silencieux, mieux refroidi, surtout au niveau de la carte graphique. Et classe, tout simplement, parce que j'aime aussi quelque chose de classe. Donc c'est un projet qui me tient à cœur, parce que j'ai vraiment envie de faire un magnifique PC. Je vois beaucoup de PC en ligne où vous avez des gens qui font des magnifiques systèmes de water cooling. Je veux avoir quelque chose de similaire et le faire par moi-même, parce que ça fait plaisir. C'est un petit peu... Je pense que chaque personne a envie de faire un petit projet comme ça, où il fait quelque chose soi-même. Donc, j'ai à peu près la liste des pièces pour tout le water cooling et tout ça. Donc je vous propose de voir un petit peu. D'abord, la pièce principale que j'ai mis énormément de temps à choisir, qui a vraiment influencé beaucoup de choses, c'est le boîtier. Donc je vais prendre le Master 5 Pro, le Master Case Pro, non, le Master Case 5 Pro. Cooler Master, merci d'améliorer vos noms, parce que Cooler Master Master Case Pro 5, voilà, c'est un petit peu loin à dire quand même. Donc je l'ai déjà, il est derrière moi, vous le voyez de toute façon devant vous là. C'est un boîtier plutôt sexy. Donc cette version-là est orientée flux d'air. Donc le dessus est ouvert, il y a une grille, l'avant est ouvert, il y a une grille. Je le trouve plutôt beau. Il reste simple mais efficace. Alors, il ne va pas totalement avec ma couleur que je vais choisir, parce que je vous rappelle que le thème principal ce sera gris, silver, gris, titanium, quelque chose dans le genre. Parce que j'ai une carte mère qui est grise, j'ai de la RAM qui est grise. J'ai beaucoup de choses qui sont grises et je trouve ça assez sexy. Toutefois, lui n'est pas exactement gris, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça va encore parce que les couleurs d'accent que je vais mettre avec cette config, ce sera le noir et le blanc. Donc il y aura soit des LED blanches, peut-être des câbles blancs, ou soit des câbles noirs, et justement l'extérieur du boîtier qui sera noir, tout simplement. Donc ça devrait être quand même assez intéressant, surtout que c'est un assez bon boîtier. Donc comme je l'ai, j'ai pu un peu regarder. Alors, c'est pas le meilleur niveau water cooling, mais il permet quand même des choses assez respectables. Vous pouvez mettre jusqu'à un 360 mm à l'avant et un 240 mm dans le haut. Alors, vous pouvez aussi mettre un 280 mm à l'avant. Donc, c'est ce que je vais certainement faire, moi. Donc, un 280 mm à l'avant. Donc, c'est du 2 x 140 mm et assez épais. Donc, pour avoir un bon refroidissement. D'ailleurs, un 280 mm assez épais vous donne les mêmes performances qu'un 360 mm slim. Je vous dirai pourquoi j'utilise un 280 mm. On en utilisera aussi certainement un dans le haut. Alors, c'est officiellement non supporté, mais je suis pratiquement sûr qu'il y a moyen de le faire passer. Vraiment pratiquement sûr. Donc, ce que je ferai, c'est que j'achèterai un seul radiateur de 280 mm, parce qu'il m'en faut un à l'avant, de toute manière, et je regarderai s'il passe au-dessus, quand j'aurai monté le PC dans le boîtier. Donc, je regarderai juste, est-ce que ça passe avec les ventilateurs? Oui. Tant mieux, voilà, je prends ça. Sinon, je repasserai à un 240 mm certainement, qui lui passe sans trop de problèmes dans le haut. Alors, du coup, il y a d'autres trucs assez intéressants avec ce boîtier, notamment on peut enlever la cage. Il y a une cage normalement pour mettre des lecteurs optiques à l'avant, on peut l'enlever. Les cages disques durs, on peut tout enlever. Il y a un système de fixation, vous devez voir un petit peu ici, qui est juste excellent pour monter un réservoir de water cooling, donc ça c'est cool. Et aussi une grosse fonctionnalité qu'il a, ça doit être dans le shop ici, je l'ai déjà acheté, c'est en cours de livraison, je vais attendre que ça arrive, mais si vous allez dans Case Accessoires, c'est un petit peu mal foutu d'ailleurs, leur site, mais bon, ils ont un truc qui s'appelle un Vertical GPU Bracket, le voilà. Donc, ça, c'est juste le câble. D'ailleurs, ça, c'est mal fait, mais ça, c'est juste le câble que vous achetez ici. Ça, c'est juste la partie en métal qui coûte pas trop cher. Et ça, c'est la partie avec le métal et le câble. Alors, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. 49 balles, ça coûte cher. Mais ces câbles-là, donc ça, c'est un riser, ça s'appelle. Ça permet de, tout simplement, mettre la carte graphique autre part. Donc, la mettre plus loin. Et notamment, ce que ça fait ici, c'est que ça va la mettre verticalement. Donc, au lieu d'avoir une carte graphique horizontale, vous avez une verticale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en water cooling, les water blocks pour les cartes graphiques sont magnifiques et ce serait dommage de ne pas le mettre en avant, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vais prendre ça. C'est une Riser card quand même, il faut le préciser. Alors, elle coûte aussi cher aussi parce qu'elle est renforcée, donc elle est protégée contre les interférences électromagnétiques, ce qui est très important.
J'ai vu diverses vidéos sur le sujet d'ailleurs où, au final, si elle est vraiment renforcée, qu'elle est protégée contre les interférences, ça ne bridera pas vos performances. Donc rassurez-vous à ce niveau-là. Évidemment, il ne faut pas en mettre jusqu'à 3 mètres de loin. Ben, bien que quelqu'un l'a fait ça, mais bon. Ça reste un accessoire quand même sacrément cher. Voilà. C'est vraiment pour l'esthétique. Hein. Là, voilà. J'aurais pu le faire moi-même à la limite, parce qu'il y a largement moyen de le faire soi-même. Ça aurait coûté moins cher, mais je m'y connais pas trop à faire des trous dans mon boîtier. Mais bon, il y a aussi un autre truc qui est dommage, c'est que ça prend littéralement... Donc ce truc-là s'installe à la place des ports des slots PCI Express. Il ne s'installe pas à gauche ici. Vous pourriez vous dire, ah là, il y a la place. Non, il ne s'installe pas là. Donc il va s'installer, il va bloquer les autres ports PCI Express. Je les utilise pas personnellement et je les utiliserai à mon avis jamais. Donc ça me dérange pas trop. Mais c'est quand même un petit peu dommage. Si vous, d'ailleurs, il y avait un autre boîtier qui m'intéresse, c'était justement le Cooler Master H500P, si je me souviens bien du nom. Donc c'est le nouveau AF, donc High Airflow, donc qu'ils ont présenté à un salon récemment en mode RGB là, avec des gros ventilateurs. Je l'ai montré en vidéo, normalement dans un Texama Show. Celui-là, justement, a aussi le truc vertical pour le GPU, mais il est installé ici, justement. Donc vous pouvez toujours utiliser les slots PCI Express. C'est d'ailleurs, le châssis est très similaire. Je les ai vus tous les deux. Je suis pratiquement sûr que c'est le même châssis. Ça m'étonnerait même pas parce que comme ça leur permettrait d'utiliser les accessoires d'un boîtier à l'autre. Mais je suis sûr que c'est le même châssis, mais vraiment. Donc, ma foi, ce sera quand même bien. Ça coûte un peu cher, je l'ai dit. Mais ça devrait offrir rien que d'un point de vue design, ça devrait être magnifique, tout simplement. D'ailleurs, du coup, pourquoi faire ça ? Tout simplement pour avoir vraiment un magnifique waterblock. Donc voilà le waterblock que je vais certainement prendre. C'est le Phanteks Glacier 1080 pour les Founder Edition TI. Donc c'est juste pour la 1080 Ti en gros, Founder Edition. Et ce waterblock, premièrement, est RGB. Oui, parce qu'évidemment. Hein. Et puis il est assez classe. C'est un bon waterblock, l'air de rien. Il a une finition grise, si vous le prenez en gris, vous voyez, hop, silver. Et du coup, ça vous permet, ce sera parfaitement dans le thème. Et en le mettant comme ça sur le côté, imaginez sur le côté là, à la place de cette carte, ce sera magnifique. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Alors, RGB, je vais parler du RGB. Et d'ailleurs, l'épisode 3, je vais d'ailleurs faire un épisode bonus. Ce sera l'épisode 3 qui, du coup, s'intercalera, du coup... Enfin, ce sera... normalement, l'épisode 3 aurait dû être le montage, mais ça va être l'épisode 4. L'épisode 3, on montera dans le boîtier sans le water cooling. Et je mettrai déjà en place les petits trucs genre le riser, justement, pour installer la carte graphique verticalement. Je mettrai aussi tout ce qui est RGB, je vais en parler après. Et du coup, justement, le RGB, j'aimerais avoir la possibilité de changer les couleurs des LED du boîtier, mais pas en mode discothèque. Je veux pas que ça flash dans tous les sens, toutes les couleurs, non. Je veux juste, comme tout sera gris, le gris, ça reflète bien la lumière. Pas autant que le blanc, mais ça reflète assez bien. Du coup, vous pouvez, juste en changeant la couleur des LED, dire « Ah maintenant, le thème, c'est bleu. » Voilà, tout est bleu maintenant d'un coup. Et c'est ça que je veux. Donc, avec les LED là-dedans, qui d'ailleurs étaient bleus là, mais c'est des LED RGB, vous avez 3 trucs de LED, un ici, un ici, un ici, sur le bas. Donc, on pourra cacher facilement les câbles. Et puis, ils se rassemblent en un seul câble, si vous le voyez. Ça utilise un câble d'ailleurs RGB standard, donc 4 pins. Donc, ça, c'est très important, vous le verrez plus tard. Et du coup, ça nous permettra de vraiment avoir les couleurs qu'on veut. D'ailleurs, toujours niveau RGB, le waterblock, ça c'est pour le CPU. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. J'aurais pu prendre un waterblock, d'ailleurs Phanteks en a, j'aurais pu prendre un simple waterblock en mode celui-là pour AMD, voilà, il est excellent. Il y a même une version grise, il coûte encore pas trop cher d'ailleurs. Il a même une version, il a des trucs RGB, donc c'est plutôt cool. Mais je me suis dit, la raison pour laquelle vous prenez un truc pareil, c'est parce que vous comptez le réutiliser dans le futur. Ok ? C'est... autant prendre un waterblock que je peux peut-être juste changer le kit de montage et puis je peux l'installer sur un CPU Intel maintenant. Ou je peux l'installer sur un autre CPU. Donc, vous prenez pour ça. Le water cooling, c'est souvent ça. Ça coûte cher le water cooling, mais vous pouvez le réutiliser d'un PC à l'autre. C'est pas perdu. Si vous avez un radiateur, vous pouvez le réutiliser dans un projet futur. Donc, le coût initial est gros, mais dans le futur... En refaisant vos PC, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Mais moi, ce que je voyais, c'est que je compte garder ma carte mère assez longtemps. Et normalement, si AMD tient ses promesses,
la M4 va rester un petit moment. Ça veut dire que ma carte mère, j'aurais pas besoin de la changer comme chez Intel dans 2 ans pour avoir le nouveau processeur Intel. Là, AMD sortira le processeur et je pourrais le mettre dans la carte mère. Donc j'aurais juste à désinstaller le Waterblock, enlever le CPU, remettre un nouveau CPU plus puissant, je l'espère, et hop, c'est reparti mon kiki. Donc je me suis dit, si je suis cette logique-là, ben autant prendre quelque chose de mieux, tout simplement, quelque chose de plus classe aussi. Et selon moi, ça passerait par tout simplement un full block. Donc ça, c'est un bloc qui va sur toute la carte, enfin une partie de la carte mère et qui du coup ne refroidit pas seulement le CPU, il est ici d'ailleurs, mais aussi les tâches d'alimentation de la carte mère. Donc ça, en théorie, offrira un petit meilleur overclocking, vu que ce sera bien refroidi, au niveau même de la carte mère. Et aussi, mais enfin je suis désolé, quand vous regardez ça, c'est classe. Enfin, je suis désolé, c'est classe. Il y a rien d'autre à dire. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle je veux justement ce monobloc, c'est la classe, tout simplement. Et du coup, comme je ne compte pas vraiment changer de carte mère avant un moment, autant prendre le truc le plus classe possible. Après, je verrai évidemment, parce que ça coûte cher, ça coûte très cher, 167$ le monobloc. Je tiens à préciser que j'ai contacté toutes ces marques-là. Je vais voir lesquelles vont me répondre. J'ai contacté Fantex et EK. Et j'aurais dit, hey, je fais ça, j'ai des chaînes YouTube. Si vous voulez aider, je dis pas non. Parce que évidemment, ça va être vu dans plein de vidéos, ces trucs-là. Donc s'ils veulent participer, moi je ne dis pas non. Autre truc très important, c'est donc il est RGB ce truc. Et il est compatible MSI et il a d'ailleurs un câble RGB 4 pins, on le voit là, il y a 4 câbles. Donc ça, encore une fois, très important. Ensuite, on a donc au niveau de tout ce qui serait radiateur, enfin non pas radiateur, tout ce qui est la pompe, je vais prendre une pompe arrondie avec un réservoir arrondi. Donc ça, c'est des pompes où vous mettez le réservoir par-dessus directement. C'est ce qu'il y a de plus classe, je trouve. Donc, c'est ce que je prendrai. Ça, c'est justement une pièce très réutilisable parce qu'une bonne pompe, vous pouvez la garder 10 ans sans problème. Le réservoir aussi, sans problème. Donc, le réservoir sera en conséquence. Je ne sais pas encore exactement la taille que je vais prendre du réservoir. Vous avez voilà, des combos ici où vous pouvez avoir réservoir et la pompe en même temps. Je pensais certainement prendre celui-là qui me semble être un petit peu plus classe, comme on peut voir. Pas le plus beau ou autre chose, mais il est pas trop mal. Pas trop grand non plus le réservoir. C'est bien d'avoir un réservoir gros si vous voulez. C'est plus facile pour remplir le système de water cooling, mais trop gros aussi, ça devient un petit peu gênant. Celui-là, il est un petit peu plus transparent à la limite. Ça pourrait peut-être être plus classe au final, je me dis. On verra bien. Ça reste encore un petit peu à définir. Si vous y connaissez dans ce genre-là, dans ce genre de choses, je suis tout oui. Peut-être que vous connaissez aussi une autre marque qui vend un combo pompe-réservoir arrondi comme ça et qui serait peut-être moins cher mais tout aussi performant et tout aussi classe. Donc ça, je suis toujours ouvert. Ça reste... je fais ces vidéos-là aussi pour avoir des retours des gens qui s'y connaissent un petit peu. Au niveau des radiateurs, je vous l'ai dit, ce sera 280 mm certainement. Donc vous avez normalement voilà, ici en 50 mm. Donc c'est des radiateurs qui sont assez épais, il faut le préciser. C'est pas l'épaisseur normale de 25 mm, ils font jusqu'à, si je retrouve les spécifications ici, attendez, alors où est-ce qu'elles sont, 45 mm d'épaisseur. Donc c'est ça que je me dis que ça pourrait coincer avec le boîtier dans le haut. À l'avant ça passe, aucun problème, c'est sûr et certain. Mais au-dessus ça pourrait coincer. D'ailleurs, j'ai fait un petit schéma. Donc ça c'est le schéma du water cooling, donc c'est le boîtier ici. C'est le même boîtier. Alors, le truc du GPU n'est pas exact parce que maintenant le GPU sera vertical, mais bon, bref. Donc, on aurait d'abord le réservoir pompe qui serait monté là où il y a le système de fixation pour les monter. Donc, il sera un petit peu plus sur la droite en fait, mais bon. Ce sera ici. Donc, assez bon emplacement, on le voit bien, ça mettra en valeur. Donc, le liquide sortirait de la pompe qui est juste en dessous du réservoir, évidemment. Partirait vers le CPU. Donc, ça refroidit le CPU. Ensuite, ça ressort du CPU. Donc là, le liquide est un petit peu plus chaud vu que ça a pris la chaleur du CPU. On passe dans le premier radiateur qui serait au-dessus. Donc celui-là, c'est celui qui va demander à voir s'il peut passer là. Il faut vraiment que je vois. Il faut aussi que je vois s'il passe dans ce sens-là parce que peut-être que je vais devoir le mettre dans l'autre sens. Donc avec les sorties de liquide de l'autre côté. Si c'est le cas, je devrais revoir mon plan. Peut-être faire aller directement dans le radiateur, sortir du CPU et puis repartir directement vers les autres trucs. Mais bon, on verra bien.
Ensuite, une fois que ça a été refroidi, ça part dans le GPU, ça descend. Ça ressort du GPU, ça va dans l'autre radiateur, ça dissipe la chaleur du GPU et ça repart dans le réservoir. Alors, au niveau water cooling, il faut savoir une chose, c'est que l'ordre des composants n'est pas des plus importants. Le mieux, c'est d'éviter d'enchaîner plusieurs composants en même temps. Donc, le mieux, c'est d'éviter que vous refroidissez le CPU et le liquide va directement vers le GPU. Ça, il faut éviter, il faut essayer d'éviter en tout cas. Une chose aussi importante, c'est que si vous passez par un radiateur avant de passer par un truc, c'est pas grave. Certaines personnes vont dire « Ah, mais si ça passe par le radiateur, ça va réduire la vitesse du liquide dans le truc. » Non, ça ne marche pas comme ça la physique. Je vous rappelle que le système de water cooling, il n'y a pas d'air dedans, c'est entièrement rempli de liquide. Donc si le liquide bouge à une certaine vitesse à un endroit, il bouge à la même vitesse à un autre endroit. Tout simplement, ça semble logique parce que le liquide qui va plus vite va pousser l'autre qui est lent. Donc la pompe va travailler peut-être plus dur s'il y a plus de choses évidemment. Plus vous mettez de choses, plus la pompe va être en mode j'ai du mal parce que je dois pousser le liquide à travers plein de trucs. Mais tout ira à la même vitesse, peu importe. Donc ça c'est très important à noter. Donc ne vous inquiétez pas, ce schéma-là, c'est un schéma qui existe. J'ai déjà vu plusieurs fois, j'ai regardé beaucoup de config water cooler. C'est un schéma très répandu sur le net. Donc vraiment, ça sort du réservoir, CPU, radiateur, GPU, radiateur, ça retourne dans le réservoir. Vous avez d'autres schémas où vous avez, ça passe dans le radiateur, puis ça va au CPU, puis ça passe dans un autre radiateur, puis ça va au GPU, puis ça retourne dans le réservoir. Il y a différents. J'aime assez bien celui-là parce que ce serait celui qui minimise la taille des câbles, comme vous pouvez voir, parce que du coup, les tubes de water cooling seraient les plus courts possibles. On fait à peine un peu de chemin ici. Bon, là, l'entrée serait plutôt ici en réalité, mais bon, on fait un peu de chemin ici, on fait un peu de chemin là, on refait un peu de chemin ici. Ça, ce serait le plus long au final, donc ça irait. D'ailleurs, je l'avais précisé, mais j'utiliserai du soft tubing, donc c'est des tubes qui sont mous. C'est pas des tubes durs. Pourquoi? Parce que les tubes durs sont magnifiques. C'est vraiment magnifique, mais c'est beaucoup plus dur à mettre en place parce qu'il faut les plier soi-même. Donc il faut un truc à chaleur, comment ça s'appelle? C'est une sorte de sèche-cheveux, mais si vous séchez les cheveux avec, vous vous brûlez la tête. Voilà, c'est un peu ça. Du coup, il vous faut ça. J'en ai un à la maison, c'est pas un problème, mais parce que j'habite à la campagne et qu'on en a besoin, souvent pour faire des trucs. C'est un décapeur thermique, voilà, je recherchais le nom. Il faut ça, il faut avoir l'expertise de plier le tube en plastique. Il faut chauffer le plastique et le plier et faire un bon pli aussi parce que c'est pas juste de le plier, il faut que l'angle soit bon pour que le câble, ou plutôt le tube arrive au bon endroit. Ça demande de l'expérience. Alors que les tubes non rigides, donc les tubes soft, c'est simple en fait parce que c'est juste en mode c'est trop long, je recoupe un petit peu. Voilà, fini, au revoir. Et aussi, il y a moins de risques avec les soft tubing de déconnexion des câbles, tout simplement, des tubes, ou en hard tubing, vous pouvez arriver à une situation où le truc va s'enlever. Ça peut arriver. Il y a plus de chances de fuite aussi avec du hard tubing qu'avec le soft. Donc, je prends la facilité ici. C'est moins beau, mais je prends la facilité et je prends aussi l'upgrade facile parce que je veux changer de CPU, mais je peux juste enlever le water block, le soulever, le laisser pendre ici, littéralement dans les airs, changer vite le CPU, remettre tout, sans vider le système de water cooling. Et ça, c'est cool quand même. Ça évite de tout vider. Bon, évidemment, si je change de CPU, j'en profiterai pour changer le liquide aussi. Mais bon, on peut quand même le faire sans devoir désinstaller tout, et ça, c'est cool. Même chose, si je veux changer de GPU, pas besoin de refaire, ça c'est aussi très important, c'est que si je change de GPU, mais que le nouveau GPU, les sorties des tubes, c'est un peu plus sur la gauche, je dois tout refaire, je dois refaire tous mes angles et tout ça. Alors qu'avec du soft tubing, je peux juste, je le fais un peu plus aller à gauche, c'est pas grave. Donc je préfère, je sais que c'est pas le plus beau, mais c'est le plus sûr, et c'est le plus facile à travailler avec. Je verrai peut-être à faire du hard tubing plus tard, mais pour le moment, on va commencer avec ça. Bref, donc 2 radiateurs comme ça, ça offrira quand même une bonne surface de refroidissement, surtout qu'ils sont très épais. Donc, évidemment, comme ils sont épais, il faut des bons ventilateurs. Au niveau des ventilateurs, j'aurai des Be Quiet, donc ce seront... Alors, pourquoi j'ai des Be Quiet? Parce que, en fait, je les ai gratuitement. Donc, j'aurai des Be Quiet de 140 mm qui sont vendus 30 € pièce.
c'est les Silent Wing 3. Ce sera la version qui peut aller jusqu'à 1600 RPM, mais évidemment, enfin 1800 même, mais évidemment, je ne les ferai pas tourner à cette vitesse-là, je les réduirai, hein, je ne suis pas fou, hein. Je prendrai la version PWM, donc qui peut être modulée, et du coup, je mettrai un hub pour les ventilateurs, certainement, et tout sera réglé à la même vitesse. Alors, je cherche toujours ça, je demande, justement, pour ceux qui le sauraient, je cherche... En fait, ce que j'aimerais, c'est faire varier la vitesse des ventilateurs selon la température du liquide. Le problème, c'est que ça semble être difficile en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas... On ne peut pas acheter un truc de contrôle de ventilateur USB qui permettrait de tout contrôler facilement, avec en plus un capteur de température qui peut aller jusqu'à un truc de liquide ou autre chose. Donc, ça n'existe pas. Et c'est vraiment dommage, parce que moi j'aimerais bien juste faire selon la température du liquide. Pourquoi ? Parce que l'intérêt du water cooling, c'est que le water cooling a une bonne capacité pour emmagasiner voilà, la chaleur. Donc comme il y a 1 litre de liquide dans votre système de water cooling, avant que tout commence à chauffer, il faut que ce litre d'eau chauffe. Et ça prend du temps. Donc un système de water cooling prend du temps à chauffer. Et il lui prend aussi du temps à refroidir. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est tout simplement régler la vitesse des ventilateurs selon la vitesse du liquide. Donc, si le liquide, par défaut, est à 30 degrés, mais qu'il passe à 35 degrés, j'augmente la vitesse des ventilateurs pour le refroidir, tout simplement. Ça semble logique. Les Kraken, le Kraken X61, X62 et tout ça, utilisent cette méthode-là. Donc, c'est selon la température du liquide et pas selon la température du CPU qu'ils font. Parce que le CPU peut monter d'un coup à 80 degrés, parce qu'il est en pleine charge, mais ça ne veut pas dire que l'eau est chaude, ça veut juste dire que le CPU est en charge. Et du coup, ça permettrait d'avoir des ventilateurs beaucoup plus calmes, parce que les ventilateurs augmenteraient très lentement selon la température du liquide, et pas juste d'un coup, le CPU à 80 d'un coup, allez, full ventilateur. Donc ouais, il faut que je trouve une manière pour contrôler comme ça. Je suis pratiquement sûr que c'est possible. Une solution qui était souvent utilisée de toute manière par beaucoup de gens, c'était tout simplement juste faire selon la température du CPU, ce qui n'est pas forcément le meilleur aussi, parce que je vous rappelle que notre système de water cooling, nous avons un GPU aussi. Donc si le GPU est en charge, mais pas le CPU, le CPU va pas chauffer. Mais le GPU sera en train de chauffer. Donc il faut refroidir le liquide. Donc ça peut... Vous voyez la situation qui peut arriver ? Après, ça devra aller, parce qu'en général, si le GPU est en charge, c'est qu'il y a un jeu qui tourne, et s'il y a un jeu qui tourne, le CPU va être chargé aussi. Et comme le liquide va chauffer, le CPU va chauffer aussi, donc en toute logique, ça devra aller. Mais bon, c'est pas idéal. Pourquoi ? Parce que l'un des vraiment gros problèmes des systèmes de water cooling, c'est la température du liquide. Plus l'eau est chaude, moins c'est bon. L'eau chaude, ça fait beaucoup de réactions physiques, chimiques. Donc notamment, ça va plus vite récupérer des particules qui vont le rendre à nouveau conductible, parce que dans un système de water cooling, vous allez mettre du liquide qui n'est pas conductible, vous allez mettre de l'eau déminéralisée, donc il n'y a plus rien dedans, c'est de l'eau pure, quoi. Vous allez mettre des trucs évidemment pour empêcher qu'il y ait des algues ou autre chose qui poussent dedans, parce que ce serait un petit peu problématique, mais il n'y a plus rien dedans. Mais au fil du temps, à force de passer sur du métal, le liquide va reprendre un petit peu de particules métalliques à l'intérieur. Donc, plus il fait chaud, plus le liquide est chaud, plus il va en reprendre facilement. Donc ça, c'est pour ça que je veux vraiment avoir la température de liquide la plus basse possible. Ça pose vraiment problème pour information au-dessus de 60 degrés. Donc si le liquide passe au-dessus des 60 degrés, c'est là que ça devient très mauvais. Après, avec ce que j'ai là, ça ne passera jamais au-dessus des 60 degrés, je vous rassure. Mais bon, j'aimerais tout de même avoir une façon de le contrôler comme ça. Donc voilà. Bon. Et finalement, du coup, après tout ce truc sur le water cooling, j'espère que j'ai été sacrément long. Mais bon, je vais expliquer exactement quand je fais... De toute façon, c'est le principe de la série, c'est long. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous ne regardez pas. Du coup, au niveau du RGB, j'avais dit que je reviendrais. Donc au niveau du water cooling, c'est tout. Pour le reste, tout ce qui est fitting et tout ça, donc les fittings, c'est pour accrocher les tubes. Je verrai encore, mais je pense que je vais peut-être prendre EK, ça semble plus logique. Ou peut-être Fantex en a des très beaux. Je verrai selon les réponses aussi à mes mails, s'ils me répondent. Parce qu'ils ont des fittings, comme vous pouvez voir, qui sont plutôt classe. Donc s'ils me les offrent gratuitement, ça fait une économie. Parce que ces trucs-là, ça coûte très cher, vite. Enfin, ils coûtent pas cher à l'unité, mais vous devez en avoir beaucoup. Donc ça coûte vite cher, en fait.
Enfin bref. Et au niveau des... Oui, donc j'ai dit au niveau des ventilateurs, donc les Be Quiet. Et c'est à peu près tout en fait parce que ça compose tout le water cooling. Le fluide dedans, je mettrai certainement du transparent pour le moment et je verrai plus tard peut-être pour mettre quelque chose de couleur ou je ne sais quoi. Bref, au niveau du RGB justement, ce qui est aussi important pour moi, comme je vous dis, j'aimerais pouvoir donner une couleur au PC selon mes envies. Donc si j'ai envie de dire, oh, j'ai envie que mon PC aujourd'hui soit bleu, ah ben je le fais avec ça. Alors, ça c'est un hub RGB qui est fourni avec 2 bandes de LED RGB. Donc vous avez 2 bandes RGB fournies avec. Et vous avez des extensions. Et aussi, ça se connecte à la carte mère. Donc ça, c'est très important. Donc la carte mère que j'ai n'a qu'un connecteur RGB. Donc ça, c'est problématique. C'est pas assez. Donc là, normalement, il m'en faut un pour le CPU, pour le bloc de CPU. Il m'en faut un pour le bloc GPU. Et il m'en faut 2 pour 2 bandes de LED. Donc il m'en faudrait 4. Là-dessus, il y a normalement les 4, si je me souviens bien. Je peux utiliser un splitter, c'est pas trop un problème, parce que le bloc CPU et le bloc GPU ne consomment pas tant que ça. Non, là, il y en a même 6, comme vous pouvez voir, il y en a de chaque côté. Et du coup, là, vous devez voir, il y a un petit bouton qui dit MB. Mais tout simplement parce que le port qui est ici, 4 broches, se branche sur la carte mère, et vous pouvez contrôler tout via la carte mère. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça supporte le MSI Mystic Light. Donc, ça veut dire que je pourrais contrôler l'entièreté de toutes les LED RGB du PC depuis un seul endroit et elles seraient toutes synchronisées en même temps. Et ça, c'est vraiment bien. C'est quelque chose qu'on veut. C'est surtout, par exemple, si je veux mettre un effet de breathing, ça, c'est mon effet préféré. C'est juste, ça respire. Vous voyez, les lampes deviennent très lumineuses, puis elles deviennent moins lumineuses, puis elles redeviennent très lumineuses. Juste ça, je trouve assez classe. C'est plutôt simple, mais c'est classe. Mais c'est surtout classe si tout est synchronisé ensemble. Donc ça permettrait de le faire sans problème. Ça permet aussi de régler mon problème que j'ai juste un connecteur RGB. Il y a 2 trucs RGB fournis avec. Alors, c'est pas les meilleurs parce que vous pouvez prendre par exemple NZXT à des hubs. Vous avez le U+, qui est un truc RGB. Mais là, le U+, c'est totalement différent parce que le U+, lui, permet carrément de dire la couleur de chaque LED sur la bande RGB. C'est un point, c'est genre vous pouvez vraiment faire un arbre de Noël si vous voulez. Moi, c'est pas dans ce cas-là, ce serait vraiment je peux pas régler la couleur des LED indépendamment. Je peux pas dire le GPU est rouge, le CPU est bleu. Non, je peux pas. Et je m'en fiche de toute manière parce que moi ce que je veux c'est que tout le monde soit de la même couleur et que tout le monde travaille en synchronisation et c'est ce qui compte, c'est tout ce que je veux. Donc c'est plus simple, plus facile à contrôler et c'est vraiment pas mal. Donc j'en ai pris un. Il est plus petit qu'il n'y paraît d'ailleurs. Ça peut paraître un peu grand, mais c'est tout petit. Il y a un truc pour l'accrocher à l'arrière. Il y a un double adhésif, donc je le mettrai certainement à l'arrière. La caméra qui s'est coupée encore. Je parle un peu trop longtemps. Donc je le mettrai à l'arrière de la carte mère pour brancher tout ça. Mais il faut que je vois aussi, parce que le truc c'est qu'il vient avec 2 extensions. Donc il manque un petit peu d'extension malheureusement, parce que je suis pas sûr que les trucs du GPU et du CPU pour aller atteindre, parce que c'est un peu loin quand même derrière la carte mère. Donc on verra bien. Les extensions ça coûte pas si cher, je pourrais en acheter quoi qu'il arrive, donc je verrai bien. Une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment envie de dire Silverstone, pas Stallone, hein, Silverstone, ils ont vraiment des produits, mais pour les moindres petites spécificités. Vous avez besoin d'un truc très spécifique, ils l'ont toujours. Et ça c'est très spécifique hein, comme truc. Et ils l'ont. Franchement, c'est génial. J'adore Silverstone rien que pour ce principe-là. Genre, vous voulez le truc le plus spécifique au monde. Vous voulez une carte USB avec seulement 3 USB, mais avec aussi un truc comme ça. Ils l'ont. Tout simplement, ils l'ont. Si vous regardez leur site, ils ont des accessoires, mais spécifiques à un point. C'est juste abusé. Enfin bref. Donc ça, ce sera cool. Ça remplit parfaitement ce que je veux. Et du coup, c'est à peu près tout. Donc, imaginez juste ce boîtier-là avec du RGB qui par défaut je mettrais certainement des LED blanches. Je peux aussi régler pour que les LED soient pas trop lumineuses, hein. Je peux faire un peu comme je veux. Donc ça devrait être plutôt cool. Je peux aussi les éteindre, hein. Ça devrait avoir un design sacrément classe, surtout avec ces waterblocks. Les waterblocks vont être l'aspect principal, surtout celui-là, qui va être sur le GPU, qui lui va vraiment mettre en avant la carte graphique qui sera du coup bien visible à l'avant. Donc ouais, j'ai vraiment hâte. J'ai à peu près tout défini.
Je vous ai posé des questions s'il y en a qui s'y connaissent, si vous avez peut-être des recommandations ou autre chose. Même aussi au niveau des radiateurs. D'ailleurs, j'ai dit que je prenais des radiateurs Ike. Mais si vous avez un radiateur de 280 mm, peut-être moins épais, parce que Ike n'a que des épais. Donc un moins épais qui pourrait passer au-dessus du Master. Bon, je dirais quand j'aurai installé, mais si ça passe pas dans le Master Case Pro 5, s'il y en a un autre moins épais qui pourrait passer, ça pourrait le faire. Parce que je préfère quand même le 140 mm. Les ventilateurs sont plus silencieux et tout ça. Et puis comme je les ai gratuitement, j'aimerais les utiliser quand même, ce serait cool. Enfin bref, du coup, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. On se retrouvera pour l'épisode 3, on fera le montage dans le boîtier. Ce sera pas une vidéo où je vais montrer étape par étape le montage, je vais juste remettre tout dedans. Puis je vais vous montrer comment le RGB est configuré. Parce que je vais déjà mettre les 2 premières bandes RGB. Je vais certainement mettre aussi donc le GPU en vertical. Et ben, c'est à peu près tout. Donc voilà, ça devrait être intéressant. Et on testera aussi, j'achèterai le radiateur d'ici là. À part si vous avez des recommandations, mais j'en achèterai un afin de voir s'il passe à l'avant. Parce que ce serait plutôt cool. Je ferais mieux d'attendre en fait avant de l'acheter, voir s'il n'y en a pas des meilleurs. Je vais aller voir les autres marques. Il y a d'autres marques qui en vendent des très très bons. Vous avez Case Lab, vous avez Alpha Cool, il me semble aussi. Il faudrait que j'aille voir toutes ces marques-là, voir qui aurait le meilleur radiateur ou je ne sais quoi. Enfin bref. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous.